Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Qui n'a jamais rêvé enfant d'avoir sa propre cabane au fond du jardin ? Un espace rien qu'à nous où exprimer toute sa créativité, vivre ses imaginaires, un lieu où se réfugier. Ce lieu ressource, Lucille et son partenaire Marcel l'ont créé de toutes pièces, en structure bois, entièrement pensé avec des matériaux recyclés et recouverts d'un toit végétalisé. Ancien moulin à eau situé à Orx dans les Landes et datant de 1850, le moulin végétal, c'est aujourd'hui un espace bien-être hybride en pleine nature, un studio de yoga, de soins holistiques et un lieu d'événements inspirants. Avec Lucille, on a parlé de l'importance du mouvement corporel dans notre quotidien, des conditionnements dans lesquels on s'enferme parfois, de garder la foi pour accomplir ses projets de cœur, de créer de l'espace en soi pour connecter avec sa créativité et retrouver son alignement. Bonjour Lucille. Bonjour Marion. Et merci de nous accueillir au sein du Moulin Végétal pour Voix sauvages. Avec plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, il fait beau, on entend les oiseaux là où on est, donc tout va bien. Pour commencer notre conversation, j'aimerais bien revenir aux sources. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quel genre d'enfant tu étais et est-ce que tu as toujours été connectée à la nature ? J'étais une enfant dynamique, très dynamique, parfois trop dynamique. Je pense que le mouvement corporel, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a commencé pour attraper à manger et puis après, ça n'a jamais fini. Donc j'avais la bougeotte tout le temps, à partir du moment où j'ai pu marcher. Et cette bougeotte, elle m'a forcément emmenée vers la nature parce que quand on a envie de bouger, il va falloir trouver des espaces à explorer. Donc j'étais beaucoup dehors. J'étais beaucoup dehors à travers le sport, mais aussi à travers la protection des arbres. Déjà quand j'étais à l'école, je guettais les arbres, les racines. J'étais là pour les protéger avec ma meilleure amie. Je passais du temps aussi dans les rivières à chercher les tritons. Le mouvement, ça m'a amenée proche de la nature. Après, j'ai grandi dans une ville, à Toulouse, mais toute ma famille, elle vient d'Aveyron, donc j'étais souvent à la campagne. Ce qui m'allait très bien quand j'étais petite, un peu moins quand j'étais ado. Je trouvais la campagne un peu ennuyante. Et après, c'est revenu quand j'étais un petit peu plus grande d'apprécier la verdure. Est-ce que tu avais déjà quelque chose que tu voulais accomplir, un rêve peut-être que tu avais plus jeune ? Le premier rêve dont je me souviens, c'était de l'exploration. Donc explorer, j'aimais bien aller marcher dans les marécages et tout ça, et je me voyais très bien reporter, journaliste, reporter photo, aller voir les animaux. Après, ça s'est transformé un petit peu plus avec les humains. Mais ça c'était quand j'étais plus grande, l'idéal d'être journaliste et d'aller sur les espaces en guerre, les espaces, alors que ce soit en guerre avec les humains ou des problèmes écologiques aussi, et faire des reportages photos et vidéos là-bas. C'est le premier rêve, je pense, que j'ai en tête. Et que tu as accompli justement avec ton master Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que tu as fait en ce sens dans tes études ? Oui, alors j'ai pas accompli exactement ce rêve-là parce que j'ai été confrontée à ce qui à l'époque, pour moi, je l'ai vu comme un échec. Au début, j'ai voulu entrer à Sciences Po, à différents Sciences Po en France, et j'ai pas eu mes concours. Et pour moi, d'y rentrer, c'était me donner la capacité d'être journaliste. Et en parallèle, j'avais postulé à pas un master, un diplôme de droit anglais-français. Et j'ai eu ce diplôme-là, j'ai eu cette entrée-là pour ce diplôme. Donc, un peu par
par dépit, j'y suis allée en pensant que c'était un échec. Et en fait, ça m'a ouvert à quelque chose d'encore plus grand, je pense. Après, je ne sais pas parce que je ne suis pas allée à Sciences Po. Je pense que tout est grand si on veut que ce soit grand. Mais du coup, je me suis tournée plus vers le droit, mais rester dans ce côté humanitaire, humain, intérêt pour l'homme et surtout intérêt pour que chaque homme ait cette égalité dans ses droits et dans ses options et dans ses choix. Donc ça oui, j'y suis allée. J'ai fait donc tout mon diplôme autour de ça. J'ai fait un premier diplôme donc, de droit français et droit anglais. Ensuite, je suis partie dans le droit international humanitaire. Et là, j'ai continué avec le droit des réfugiés. Ça a été mon premier sujet. Ça a été mon sujet en recherche, d'ailleurs, en Master 2. Et de ça, je suis partie travailler pour l'ONU en Australie avec mon conjoint. Et là, l'Australie, pour moi, ça a été très révélateur comme pays, qui est un pays qui est magnifique et qui est très proche de la nature. Alors, les humains qui y habitent, il y en a qui sont très proches de la nature et il y en a qui sont beaucoup moins. Mais c'est un espace qui est très chargé en énergie et qui pour moi, m'a transformée, qui m'a réouvert les yeux à chaque fois sur d'autres choses. Et tu as des anecdotes justement à propos de ça qui expliquent un peu le fait que ça m'ait ouvert les yeux. Ouais. Du coup, j'en ai parti pour... donc, je travaillais pour le Haut Commissariat pour les réfugiés à Canberra, qui est la capitale, qui est une ville très bétonnée. C'est pas une très jolie ville pour moi. Mais comme on avait un visa long, on a décidé de voyager, de continuer, de rester en fait sur place et de voyager. Et Marcel, donc mon partenaire qui est bricoleur, je pense que on va en parler un petit peu de ce qui est fait ici. Il a retapé une voiture où on a mis un lit et on est parti en fait en van. C'est quelque chose dont on avait déjà l'habitude en Europe de faire. Et donc en van, tu vis proche de la nature. Et nous, tous les deux, on surfe, donc on était très proches des océans. Mais on allait aussi beaucoup, il y a des petites montagnes, il y a des rivières, il y a des endroits magnifiques à explorer. Donc en fait, là, on a commencé à vivre au rythme de la nature. En Australie, il fait jour à 6h du matin, même 5h30. Donc on était réveillés en fait vers 5h30 naturellement. Et il fait nuit à 17h30, 18h. Donc on mangeait très tôt, on se couchait très tôt. Et c'est la première fois où, sans avoir en fait trop de luminosité artificielle, pas trop d'écran, on n'avait pas vraiment internet, on avait juste la 4G de nos téléphones, mais même pas d'ordinateur avec nous. Là, on a vraiment été dans notre rythme quotidien hyper proche de la nature, parce qu'on vivait en fait avec les cycles. Et puis, après, on était en vacances, du coup, sur tout ce temps. Et c'est ça aussi qui a ouvert les yeux, de pas être dans des agendas, dans des choses à faire, et de se réveiller avec la lumière naturellement, et puis regarder l'océan, et pouvoir contempler l'océan sans avoir rien d'autre à faire pendant 1 heure, puis aller dans l'eau, surfer ou se baigner, puis après aller faire une rando. Enfin, c'était un rythme de vie qui était que connecté à la nature, tout tourné autour de ça. Ok, donc c'est à partir de là justement que ça t'a donné envie de créer un lieu comme le Moulin Végétal. Tu peux nous expliquer un petit peu Oui, alors on a eu beaucoup d'inspiration là-bas. Il y a plein de gens qui sont assez avancés sur l'écologie, sur l'environnement. Moi, j'ai découvert plein de choses. J'ai aussi découvert une alimentation différente. C'était les premières fois où j'entendais parler du véganisme, où j'ai commencé je mangeais de la viande avant, donc à me poser plus de questions sur ce que je mangeais, d'où ça venait. Et en fait, il y a plein de choses qui ont découlé parce que quand j'en ai entendu parler, c'était principalement par rapport à l'écologie, à l'environnement. Et donc, je me suis rapprochée de gens qui avaient créé des fermes, des espaces yoga ou autres, en fait, des espaces de conscience. Et donc, ça nous a donné plein d'idées. Et d'ailleurs, la toute première idée qu'on avait en revenant en France, on était tous les deux assez amoureux des Landes, donc on savait déjà qu'on voulait rester un petit peu de temps ici. C'était d'ouvrir un café végétarien ou végétalien, faire tout maison, avoir nos fleurs comestibles, essayer de cultiver des choses qui ne sont pas forcément traditionnelles, pas forcément une courgette et un concombre traditionnel qu'on peut trouver au marché, et de mêler ça avec le yoga. Donc un peu ce qui se fait beaucoup, hein, c'est ces concept stores où il y a à la fois, on peut bruncher, on peut faire du yoga, on peut même boire un café, boire un thé et passer l'après-midi. Donc ça, c'était la première idée.
qui au final, on s'est dit, on est quand même très ambitieux avec ça parce qu'on veut créer un lieu, on veut travailler la nourriture, donc ça prend beaucoup de temps. Il suffit de parler avec un chef et voir que c'est un métier entier, puis on n'avait pas les diplômes aussi pour faire, donc il aurait peut-être fallu se reformer, plus faire le yoga. Voilà, c'était 3 métiers en fait différents, créer le lieu, faire du yoga et faire de la cuisine. Donc là on s'est dit, waouh, on est peut-être un peu trop ambitieux. Et on a essayé de revoir qu'est-ce qui vraiment nous fait vibrer. Et pour moi, c'était l'enseignement. Et pour Marcel, mon partenaire, c'était la création. La création, que ce soit au niveau du végétal, mais aussi au niveau de la matière, comme le bois. Donc, on s'est centré sur ça. Et le moulin végétal, aujourd'hui, c'est ça. C'est un lieu qu'on est en train de construire, qui n'est pas du tout fini. Mais il y a déjà un beau lieu de yoga dans lequel on est en train d'enregistrer le podcast. Et on l'a fait dans la conscience de la réutilisation des matériaux au plus qu'on pouvait, au mieux qu'on pouvait. Donc c'est tout en baies vitrées, des baies vitrées qui sont recyclées de Emmaüs, de l'ancien appartement de ma sœur. Enfin voilà, partout on a pu trouver des C'est vitres. chargé d'histoire aussi. Ouais. Après voilà, on voulait des matériaux qui ancrent, donc beaucoup de bois, tout le sol est en bois. La structure, elle est hors sol pour faire respirer aussi la terre. Et le toit, il est en végétal pour aussi attirer plus d'insectes, les abeilles et tout ce qui va avec. Et donc ça, c'était un peu le cœur du projet du moulin végétal. Mais après, il y a plein de choses autour qu'on est en train de construire. Déjà, on rénove une grange qui est sur le terrain et qui va être notre lieu de vie, mais aussi un lieu d'accueil pour faire des séjours. Je pense qu'on en parlera après. Marcel a créé un bain norvégien. Il fait toutes ses mains, donc ça prend du temps, mais il adore faire ça. Il voudrait faire une piscine naturelle, il voudrait faire un sauna chauffé au feu de bois. Voilà, il a encore plein d'idées qui vont se mettre en place au fur et à mesure des années. Et voilà. Et justement, tu parlais d'enseignement ici au Moulin Végétal, donc tu es aussi professeur de yoga. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et tout ce que tu as suivi justement comme chemin pour en arriver là ? Oui. Je vais retourner un peu du coup à mon enfance où le mouvement corporel a toujours fait partie de ma vie. Il a commencé avec tout ce qui était sportif. J'ai touché à beaucoup de sports jusqu'à faire un bac sport quand j'étais plus jeune. Donc je faisais une quinzaine d'heures de sport par semaine. Et donc voilà, mon rapport au corps, il était très présent dans la matière. Et on avait aussi de l'aide à la concentration mentale, justement pour se préparer aussi avant des compétitions, avant des événements sportifs. Mais j'étais vraiment dans la matière. Et donc après, la vie a continué. J'ai fait ce master de droit. Donc là, j'étais plutôt dans l'intellect plutôt que dans le sport au niveau de ce que je voulais faire dans mon métier. Et le mouvement corporel m'a quand même beaucoup manqué dans le droit, ou en tout cas ce que je faisais, c'était quand même beaucoup d'heures assises à un bureau devant un écran. Et moi qui ai la bougeotte, c'était dur. Je me souviens encore, on avait les toilettes en bas, donc il y avait un escalier à descendre et monter. Je devais prétendre d'y aller une vingtaine de fois par jour juste pour monter et descendre les escaliers parce que je sentais le besoin de bouger. Et je sentais donc dans ce métier qu'il y avait quelque chose qui satisfaisait mon esprit, mais mon corps, je l'oubliais un petit peu. Et j'ai découvert le yoga il y a un moment maintenant. Au début, c'était vraiment pour moi, pour mon confort personnel, mon intérêt personnel et mon exploration de moi. Et là, j'ai commencé à découvrir aussi la connexion entre l'esprit et le corps. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait l'expérience. Il y a besoin du mental dans le sport, il y a surtout dans les compétitions. Mais là, je faisais l'expérience d'une connexion du mental et du corps en dehors de la compétition, en fait, dans le respect de soi et dans la connexion à soi. Donc, c'était complètement différent. Et j'ai eu l'envie avec beaucoup de voyages et donc beaucoup d'ouverture, à prendre plus de temps aussi. C'était sortir du cadre, 9h, 17h, les journées qui défilent où en fait, on n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui nous ferait vibrer dans notre vie parce qu'on est plongé dans quelque chose. Et quand je suis sortie un peu de ce cadre, là, j'ai eu plein d'envies, plein d'idées, et dont d'aller me former au yoga, ce qui était pour moi
comme en fait faire son service militaire, mais faire son service yogique. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit qu'on devrait tous faire une formation de yoga. Il y en a qui se font très courtes en un mois. On devrait tous aller le faire comme service. Oui, parce que de ton point de vue, ça va même au-delà justement de la pratique, du mouvement. C'est aussi un état d'esprit, on en parle aussi beaucoup. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que j'ai découvert petit à petit. Donc j'ai fait cette première formation de yoga qui a été très révélatrice pour moi et sur la compréhension que j'ai de mes ressentis, de mes émotions, de ma façon de voir le monde aussi, les endroits où j'avais plus de restrictions et les endroits où j'avais plus d'ouverture. Et de comprendre de plus en plus qu'en fait le yoga, j'y suis rentrée à travers le mouvement corporel parce que c'est ce qui me plaisait. Et en fait j'ai découvert un monde qui était hyper vaste derrière, dont un état d'esprit en fait. Et pour moi l'état d'esprit c'est la conscience. Il y a tout qui part de la conscience. J'avais une conscience du corps et par cette conscience du corps, je suis rentrée dans une conscience de plein de choses en fait, de ce que je mange, de ce que je vois, de ce que je dis à l'autre, de comment je m'exprime, de comment, quand j'ai une émotion qui arrive à moi, comment est-ce que je fais ? Est-ce que je l'enfouis ? Est-ce que je l'exprime ? Est-ce que je libère certaines qui ont été enfouies avant ? Comment est-ce que je travaille ma terre ? Enfin, il y a tout qui part de la conscience. Donc voilà, je suis rentrée dans le yoga par cette formation. Enfin, j'ai continué par cette formation sans forcément avoir l'idée d'enseigner. Mais notre dernier jour de pratique à cette formation, c'était bien sûr d'enseigner un cours. Donc c'était le premier cours que j'enseignais devant un groupe que je connaissais. J'avais passé du temps avec eux. Et en fait, à partir du moment, bien sûr, il y avait du stress, il y avait de l'appréhension, il y a tous les visages qui sont tournés vers soi. Et quand je me suis assise, donc malgré ce stress, j'ai de suite senti que c'était aligné. Et alors ce mot aligné, on l'entend tellement, et quand on le vit, on sait exactement ce qu'il veut dire. Comment tu le décrirais ? La sensation d'être au bon endroit. Au bon endroit et de faire la chose qui est la plus juste pour soi, en tout cas à ce moment-là. Et du coup, être aligné, c'est jamais, ça peut pas être figé. Parce qu'on évolue. Moi, je ne sais pas si j'enseignerai le yoga toute ma vie. Pour l'instant, à chaque fois que j'enseigne, je suis au bon endroit. Je suis extrêmement présente et je sais que... Alors je le sais pas avec ma tête, je le sais avec mon cœur, que ce que je fais, ce que je dis, c'est juste. Et donc ça, c'est le mot « juste ». Puis il faut faire l'expérience, en fait, parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui le dit. Et j'étais beaucoup plus alignée d'ailleurs que quand je faisais ce que je faisais dans le droit international, ce qui me plaisait énormément. Mais là, j'ai trouvé un alignement qui était différent. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai enseigné mon premier cours, je me suis dit c'est ça que je dois faire en fait. C'est même pas c'est ça que je veux faire, c'est ça que je dois faire. Je suis faite en tout cas aujourd'hui pour ça. Et depuis en fait ça coule. Donc c'est que j'imagine c'était ça. Tu organises également des retraites autour du bien-être et du yoga. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marquée et pourquoi ? Je pense pas qu'il y en ait une qui m'ait marquée en particulier. J'en ai organisé beaucoup maintenant à ce jour. Pour l'instant, toutes celles que j'ai organisées, c'était des petits groupes. Donc on ne peut pas être plus de 6 participants. Et donc, à chaque fois, il y a quelque chose de très fort et de très beau qui se passe parce qu'on apprend à se connaître vraiment dans une grande profondeur, à être pas beaucoup. Donc, moi, je découvre des personnes où c'est des élèves qui viennent à mes cours, mais que je vois peut-être 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et là, on est immergés, en fait, ensemble. Et je pense qu'il est fort à chaque fois, parce que j'ai toujours eu ces retours-là, c'est de voir l'impact que se mettre dans un espace ressource, un espace de retraite où en fait, retraiter, c'est un peu comme les retraites quand on est plus âgé, c'est se retraiter de sa vie quotidienne, donc principalement de son travail, de ses tâches ménagères, de ses tâches quotidiennes, et être dans un espace où déjà au niveau matériel, on n'a rien à gérer, la cuisine est faite, les courses sont faites, les lits sont faits, voilà, si on a à se gérer à soi, on a juste à se doucher, à se préparer, et puis, voilà, quand je l'ai fait, j'ai vraiment envie de transmettre le yoga, bien sûr, mais du coup, tout cet état d'esprit autour du yoga. Je parle beaucoup d'alimentation. Je travaille avec plusieurs personnes que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très, très bien. Et on a une belle symbiose ensemble, en fait. Et
Et ce qui me marque à chaque fois, c'est les retours post-retraite des participants. De voir, j'ai souvent des emails, des grands emails, des immenses emails avec tous les changements que les personnes ont pu mettre en place dans leur vie. Et des fois, c'est un changement, c'est juste de venir cuire plus de légumes à la vapeur et d'arrêter de manger des légumes qui sont cramés au four, par exemple. C'est tout petit, mais en fait, ça met des petites graines dans les personnes. Et après, chacun sème sa graine comme il veut, avec ce qui lui parle et ce qui est juste pour soi. Et voilà, les retours que j'ai, je me souviens d'une participante qui avait un peu perdu la joie de vivre. Alors, elle avait sa famille qu'elle aimait beaucoup. Et en fait, les retours que j'ai eus juste après, où elle m'a dit que la joie était revenue, que la joie était là et que son partenaire le ressentait, ses enfants le ressentaient. Même ses enfants lui disaient « Maman, t'es vachement plus joyeuse ». Et juste ça, pour moi, du coup, c'est ce qui m'a marqué de ces retraites, c'est de voir l'effet après ce que les gens ont mis en place dans leur vie. Des petites actions, mais qui ont fait des grandes choses pour eux. Ou des changements d'emploi, par exemple. J'en ai beaucoup qui viennent et qui sont dans des transitions, qui ont peur, parce qu'il y a la peur financière, il y a la peur sociale aussi. Souvent, les familles, les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire si je change ? Moi, je l'ai vécu parce que je passais de vouloir être juriste international à être prof de yoga. Donc, socialement, oui, il y a un petit clivage entre les deux. Donc, je sais ce que c'est cette peur qui prend un peu le ventre. Et voilà, je suis super heureuse à chaque fois, à chaque retraite, de voir que les gens ils sont prêts à mettre en place des petites choses pour changer et que ça marche. Comme quoi, c'est créer de l'espace pour venir le remplir avec d'autres choses qui font plus sens, où on se sent aligné, justement. Exactement. Et c'est ça le yoga, en fait. C'est ça, c'est une des parties de ce qu'est le yoga. C'est aller voir dans l'espace corporel, déjà, quand il nous manque de l'espace, de la mobilité. Et à travers ça, comme on est des êtres de multidimensions, on a une dimension physique, mais on a une dimension du mental, une dimension des émotions, une dimension même de l'énergie. Ce qui fait bouger notre corps, c'est qu'il y a de l'énergie dedans. Et quand on commence à créer de l'espace dans le corps, il y a l'espace qui s'infuse partout et du coup, il y a plus de clarté mentale et on se donne plus le temps de voir qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et souvent, c'est là où ça bloque. Je le vois dans les retraites, je leur demande souvent pourquoi elles sont là. Et souvent la réponse est je sais pas ce qui me fait du bien dans ma vie, je sais pas ce qui me fait plaisir, je fais des choses parce que je les ai toujours faites, parce que mes parents les faisaient, parce que mes amis le font, mais moi j'arrive pas à savoir ce que je ressens, j'arrive pas à savoir ce qui me fait vibrer. Et dès qu'on crée de l'espace, on sait. Mais quand il y a tout qui est obstrué, on voit plus, hein, c'est comme si on était dans le noir et voilà. Donc c'est je beau. me dis souvent, quand la coupe est pleine, il faut d'abord la vider avant de la re-remplir. Exactement. Justement. Et je pense que moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis partie en Australie. Donc ça a été le déclencheur parce que pour la première fois de ma vie, je me suis accordé du temps pour vivre. Et donc j'avais une coupe remplie de plein de choses qui me faisaient du bien. Mais là, je l'ai vidée et j'ai pris le temps de contempler. Pour moi, la contemplation, pour moi, elle passe par la nature, mais peut-être il y a d'autres types de contemplation. C'est vider, parce que quand tu contemples quelque chose, déjà tu es dans la présence et t'es pas en train de remplir parce que tu accapares pas les choses, tu les regardes de loin en fait et ça te vide d'une certaine façon. Et là, il y a toujours plein d'idées, il y a plein de créations qui arrivent. D'ailleurs, des fois, des idées, on se dit mais c'est quoi cette idée? Et des fois, on les juge comme bêtes ou quoi que ce soit. Elles sont jamais bêtes, mais c'est là où il y a la création qui émerge. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir que j'étais un être créatif. Je pensais ne pas être créative, que j'étais plutôt intellectuelle. Je me comparais souvent d'ailleurs à ma petite sœur, qui elle est très créative. Et je me suis dit, ça c'est elle et moi je suis pas ça, je suis autre chose. Et en fait, plus j'avance, plus je comprends qu'on est tous créatifs, qu'on a tous quelque chose à emmener. Mais par contre, on a tous beaucoup de choses qui nous mettent un voile sur les yeux. Et du coup, on se dit, moi je sais pas faire ça et je pourrais pas faire ça. Donc... Ouais. Souvent, je me dis aussi, s'il y a quelque chose que tu remarques chez l'autre, typiquement ta petite sœur qui est créative et toi qui te dis mais moi aussi j'aimerais être créative mais je ne le suis pas. Si tu remarques ça et que ça vient t'activer, c'est que forcément c'est enfoui en toi aussi. Oui, tout à fait. Et puis l'être humain, il est créatif dans tous les cas. Alors aussi peut-être parce qu'on a une compréhension de la créativité qui est souvent reliée à l'artistique et on pense que les personnes créatives sont des artistes. Et on est tous des artistes, mais on le manifeste de façon différente. Et ça fait partie de vider un peu la coupe. C'est aussi nos conditionnements. C'est vider comment on a appris à penser les choses. Moi, j'ai
pensé pendant longtemps que être créatif, c'était être artiste. Et je me disais que j'étais pas artiste. Mais quand tu vides la coupe, donc quand tu te laisses le temps, en fait, t'enlèves aussi la façon dont tu as compris la vie. Et ça, c'est à refaire tout le temps, c'est à renouveler tout le temps. Moi, aujourd'hui, j'ai des idées claires sur certaines choses, mais probablement que je vais déconditionner. De toute façon, c'est ça qui est intéressant, de toujours me revider l'esprit, me dire en fait, c'est pas la vérité, il n'y a pas que ça comme vérité. Et dès que je déconstruis, j'ai des nouvelles idées qui arrivent et des nouvelles compréhensions d'un mot ou d'un espace. Voilà, c'est le yoga. Et pour revenir un petit peu au moulin végétal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes clés de la construction d'un lieu tel quel, parce que donc il y a la partie moulin végétal, mais il y a aussi tout le jardin autour et le lieu ressource en tant que tel aussi. Oui. Les étapes clés. La première étape qui est peut-être la plus pénible et celle qui va mettre le plus d'obstacles pour tout le monde, c'est de trouver l'espace qui nous convient. Ça peut mettre des obstacles parce qu'il y a toujours un côté financier à avoir un espace, en tout cas si on souhaite être propriétaire. Et là, dans notre cas, donc, on a travaillé dur et on a surtout, ce qui nous a fait avoir ce lieu, c'est la foi. Quand on a fait la demande aux banques pour pouvoir emprunter et avoir le lieu, Marcel avait déjà quitté son emploi. Et moi, j'avais un emploi de courte durée. Donc, on n'avait pas beaucoup de chance d'avoir un emprunt. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, j'étais très jeune. À ce moment-là, j'avais 24 ans. Enfin, j'étais très jeune. J'étais plus jeune. Et peut-être, du coup, plus naïve. Et puis, j'avais jamais mis les pieds dans le monde de la banque. C'était la première fois pour acheter quelque chose. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un business plan que j'ai fait moi-même. Alors, je pense que le droit et la méthodologie en droit m'a aidé à créer ça. Mais vraiment, c'était quelque chose de très naïf. Voilà, on veut faire un lieu en faisant du yoga, des brunchs, parce que c'était aussi l'idée principale. Et voilà, gagner notre vie avec ça et que ça fonctionne et que ça paye l'emprunt. Donc, bien sûr, on s'est ramassé quasiment devant toutes les banques. Je pense qu'on en a vu une quinzaine de banques. Et il y en a eu une qui nous a dit oui. Il y en a eu une qui nous a dit, mais oui, moi j'y crois à votre projet. Et après ça, en fait, ce qui a été marrant, c'est que beaucoup de personnes de ma famille et mes amis m'ont dit après coup, une fois que une des banques a dit oui, ils nous dit, mais en fait, on n'y croyait pas du tout à votre projet. On pensait que jamais ça allait marcher. Et heureusement qu'ils ne me l'ont pas dit avant. Du coup, ça n'a pas créé de conditionnement. Il n'y a personne qui m'a dit, mais n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Donc en fait, on y allait de manière un peu naïve, mais de toute façon, quand on se lance dans quelque chose de grand et quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut être un peu naïf, parce que sinon, si on regarde la réalité des choses, on ne le fait pas. Donc voilà, on y allait avec la foi que ça fonctionne, et on a eu de la chance, et puis si ça n'avait pas marché sur celui-là, on aurait fait autre chose. Et ce sera un autre projet, un autre moment de notre vie. Mais voilà, ça peut être le premier obstacle. Donc si j'ai un conseil pour des personnes qui veulent se lancer, pas forcément exactement comme nous on fait, mais peu importe le projet, c'est d'avoir la foi. Si jamais on a envie de le faire, d'essayer. Et dans tous les cas, on apprend. Moi, si on n'avait pas eu ce lieu, j'aurais eu passé du temps à être confrontée, à parler à des banquiers, ce qui n'est jamais facile. De créer un dossier, d'essayer de synthétiser nos idées, de synthétiser un projet de cœur. Et ça, c'est toujours bénéfique. Donc, dans tous les cas, on apprend. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième, qui est aussi un petit peu difficile en France, c'est l'administratif. Ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment on peut jongler autour. On a eu pas mal de temps de latence avec ce lieu de yoga où voilà, c'était pas toujours évident. Donc il y a beaucoup d'échanges à avoir avec l'administration. Et ça, pareil, ça peut être... moi, je l'ai vu au début comme un obstacle et comme quelque chose de difficile. Et en fait, c'est à travers cette difficulté où aussi on a renforcé notre volonté de vraiment le faire. Parce qu'il y a toujours moyen, en fait. Il y a toujours moyen, il faut juste réfléchir, il faut réussir à se détacher d'une idée principale aussi et voir comment on peut la modifier un petit peu. Et c'est dur parce que souvent, quand on se lance dans un projet, on est très sûr de soi sur l'idée qu'on veut avoir de la chose. On la veut comme ça, et c'est tout. Et c'est bien d'avoir cette ligne, mais c'est aussi apprendre à être souple autour. Et s'il y a des choses à modifier et faire des compromis, faut faire des compromis. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et après, à partir de ça,
ça a été beaucoup plus facile. C'était les deux étapes qui ont amené un peu de challenge au projet. Et après, de construire la terrasse de yoga, de construire, je parlais du bain norvégien. Là, on est en train de rénover la grange. C'est pas facile, ça prend du temps. Mais j'ai la chance de faire ce projet avec quelqu'un qui est très doué de ses mains, qui a une belle vision de l'espace, qui sait réutiliser les matériaux, qui est très créatif avec ses mains et sa vision. Et donc, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais on se penche des fois autour d'un plan et on réfléchit comment on peut modifier la forme de quelque chose pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et il faut juste continuer à avoir la foi, bien sûr passer du temps. Quand on a un projet, il n'y a pas rien sans rien. Et tant mieux, parce que c'est tout le processus qui est intéressant. Une fois que la chose elle est finie, bien sûr, c'est gratifiant et satisfaisant. Mais moi, je me souviendrai toujours, j'adore regarder les photos de l'avancée, de la création de la terrasse, tous ces moments où en fait la porte-fenêtre elle passait pas, c'était pas les bonnes dimensions, où on désespérait un petit peu. En fait, c'est ça qui reste gravé dans ma mémoire. C'est plus que la terrasse finie. Donc voilà, de garder la foi pour tout. Et en combien de temps vous avez mis en place tout ce projet ? Alors le lieu, c'est la 4e année qu'on est ici. C'est dur de donner du coup je dirais 4 ans pour ce qui est fait à l'heure d'aujourd'hui. La rénovation de la grange, on se donne encore 2-3 ans pour la faire, et puis si c'est plus, ce sera plus. On fait les choses des fois un peu dans le désordre. On joue aussi beaucoup avec les saisons, les moments des pluies. Il y a des moments où on ne peut pas faire certaines choses. Comme on fait beaucoup de jardin, il y a aussi toute la période du début de printemps où on est très pris dehors à la terre. Donc on jongle, on ne fait pas toujours une chose qu'on finit jusqu'au bout. On fait un peu, puis on s'éparpille ailleurs et puis on revient. Donc je ne sais pas chaque chose combien de temps elle a pris. Mais en tout cas, sur toutes les idées qu'on a, je pense que ce sera une 10aine d'années pour vraiment réaliser tout ce qu'on voulait réaliser. Et quelles sont justement vos intentions, parce que vous êtes deux, vos intentions pour ce lieu? Quelles valeurs et quel message vous voulez transmettre ici? La valeur et le message, ils passent par la conscience, ce dont on parlait avec le yoga. La conscience qui, moi, m'a fait prendre conscience de quelle était ma mission de vie, qu'est-ce que j'avais envie de donner au monde, d'offrir au monde, à l'autre et à moi aussi. Donc c'est passé par l'enseignement. Donc pour moi, c'est continuer à enseigner, continuer à donner ce que j'ai à donner, à me former aussi pour pouvoir donner, continuer à faire des séjours. J'aimerais aussi créer des espaces de formation justement pour les personnes qui souhaitent être formées. Donc ça, c'est un projet un peu futur au côté yoga. Et après, dans ce lieu, la conscience, on a envie que les personnes prennent conscience que c'est important de se connecter à la nature. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit tous habiter en nature. Je sais qu'il y a des barrières. On peut adorer vivre en ville, par exemple. Je le comprends. Moi, j'ai habité longtemps en ville. Mais on peut tous se trouver des lieux ressources. Que ce soit un parc, que ce soit une petite rivière, un petit lopin de terre. C'est retrouver la conscience qu'on est dans tous les cas connecté à cette nature. Qu'on le veuille ou non, c'est de la terre qu'on vient puiser notre nourriture. Si on mange tous, c'est obligé. C'est de retrouver qu'il y a une connexion directe avec la terre et donc avec la nature autour de nous. Et ouais, que chacun prenne conscience de ça. Et on le fait en accueillant les personnes à faire du yoga en plein milieu de la nature, pour le coup. Donc, quand on ouvre les yeux, quand on respire, quand on est là, présent, devant, on voit des fleurs, on voit du bambou, on voit de la verdure, on voit des arbres. Quand les yoginis ils viennent, on a toujours une boîte avec les surplus du jardin qu'on met. Il y a une petite boîte de donation si les personnes ont envie de donner. Et du coup, elles continuent leur yoga, elles continuent cette conscience en fait quand elles rentrent chez elles et qu'elles cuisinent. Et souvent, elles m'envoient une petite photo de leur plat avec la coriandre du jardin ou les blettes du jardin. Et ou des fois, elles prennent des fleurs. Il y a plein de façons de rester conscient. Et pour moi, la nature, c'est le point ressource pour être conscient de soi et de l'autre. Donc, c'est ce qu'on a envie de montrer
Et puis, dans tout ce qu'on a discuté autour du moulin végétal, de ce projet, que si on a une idée qui est forte en soi et si on ressent le besoin de créer quelque chose, que c'est possible. En tout cas, c'est possible d'essayer. Après, si ça ne fonctionne pas, moi j'ai confiance en l'univers. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'était pas encore ça, que c'était une étape pour aller vers autre chose. Mais on peut tous essayer. Ouais, en plus, c'est revenir aussi au corps. Moi, ça me parle beaucoup sur le côté... si tu sens que ça te fait vibrer et qu'il y a un peu cette peur, ce trac un peu lié au fait que c'est assez grand aussi pour que tu y ailles. Tant que tu vibres, il faut y aller, quoi. Enfin, on n'a pas le temps de ne pas vibrer, en fait. Ouais. Je pense. Et je pense qu'on commence tous à être très conscients de ça. Même dans nos métiers, on voit le nombre de personnes qui changent de métier parce qu'on n'est plus dans cette époque où il faut travailler juste pour subvenir à un besoin financier ou à une famille. Bien sûr qu'on a tous des besoins financiers. C'est important de faire des business plans, par exemple, de calculer parce que c'est important de vivre. Il faut que chacun puisse payer son loyer, sa nourriture. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être éloigné de ce qui nous fait vibrer. On peut vivre financièrement de ce qui nous fait vibrer. Et d'ailleurs, moi, c'est encore dans cette confiance en l'univers. Plus on fait quelque chose qui nous fait vibrer, plus je pense que la prospérité financière, elle va être présente. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Je vis bien de ce que j'enseigne. Alors, je vis bien avec ma façon de vivre aussi. Je ne consomme pas beaucoup. Et je pense que si on fait ce qui est juste, ça va couler. Tout va couler bien. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi une journée type dans ton quotidien ? Elle commence avec du yoga, toujours, avec de la danse et du yoga, avec une tasse de cacao aussi, qui fait partie de mon quotidien. Et après, ça dépend, j'ai pas de journée très fixe. Je donne beaucoup de cours, donc ici au Moulin, mais je donne aussi des cours privés, donc je suis parfois en déplacement. Et quand j'ai du temps libre, on habite à un lieu qui est beau, donc si je peux profiter de la nature, de l'océan, je vais surfer. Si jamais il y a du surf, j'ai toujours mon application pour regarder les conditions. Je regarde tous les soirs pour savoir un petit peu comment va être façonnée ma journée. Et après, sinon, c'est être au jardin ou à la construction. C'est ça, ma journée. Et quel conseil, justement, tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait créer un lieu ressource comme celui-ci ? Alors, tu nous as parlé un petit peu des étapes, mais est-ce que tu aurais peut-être d'autres choses à ajouter, des conseils très pratico-pratiques où tu nous as peut-être tout dit ? Au niveau pratico-pratique, je pense que c'est important quand on veut créer quelque chose, de savoir s'entourer aussi, de conseils, mais aussi pas trop divaguer parce que les conseils ils vont aussi des fois être donnés par les personnes qui vont refléter leur propre peur ou appréhension. Notamment, souvent, c'est la famille qui dit « Oh non, mais c'est n'importe quoi de faire ça !» Mais parce que peut-être papa, maman, ils ont peur financièrement pour nous. Et c'est peut-être aussi une autre génération et peut-être que nous, ou nos enfants, si on en a, et nos petits-enfants, ils auront encore une autre idée de ce qu'est le fait de... Cette expression un peu réussir sa vie aussi, qui veut peut-être tout et rien dire, mais c'est une autre façon de faire sa vie aussi. Ouais, tout à fait. Donc c'est bien d'avoir des conseils, mais il faut savoir aussi voir, filtrer le conseil, d'où il vient. Est-ce qu'il vient vraiment d'une part d'aide ou est-ce qu'il reflète juste une peur de quelqu'un de sa famille, par exemple. Et pas hésiter. Donc nous, on est un couple. On s'est lancé dans ce projet à 2 en couple, mais on peut se lancer à 3, à 4, à 5, avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas trop, mais qui ont la même vision. En fait, il y a une force à être plusieurs qui est importante. Déjà, il y a une force financière qui est là, parce que quand on est plusieurs à investir du temps et de l'argent, ça augmente. Et puis, il y a une force de mentale et une force de création qui est aussi amplifiée. Ça vient toujours avec du challenge. Qu'on le fasse en couple ou avec son ami ou avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a toujours des moments où on est confronté à devoir écouter l'autre, devoir voir qu'on n'a pas la même vision toujours exacte, qu'il faut trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Donc c'est aussi un beau travail d'équipe, je trouve, à faire. Donc peut-être s'entourer et
Et après, un conseil qui est moins pratico-pratique, mais c'est de garder la foi. C'est vraiment si on a envie de le faire, qu'on garde la foi même dans les moments difficiles. De garder sa lignée, en fait, comme une ligne droite. Si c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. Et puis, quand on se lance dans un projet, peut-être étudier à l'intérieur de soi le projet. Ça, on peut le faire en méditation, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait réellement vibrer ou est-ce que c'est quelque chose qui répond à un besoin social, familial voilà. Et vraiment faire la distinction entre papa, maman aimerait bien que je fasse ça ou c'est moi, ça vient de moi et ça vient de mes tripes, de mes entrailles. Et ça, il y a encore une fois, quelque chose de conscient qui est beau à travailler avec la méditation parce que là, on va vraiment toucher l'intérieur. Voilà, c'est ça le conseil que j'ai. C'est toujours cette conscience, quoi. Ouais. La conscience, j'ai l'impression, si je dois mettre un mot à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit ici, dans mes projets perso, dans mes projets pro, toujours le mot conscient qui vient. Et c'est nos générations, c'est plus de conscience. Et c'est pour ça qu'on veut tous se rapprocher enfin, pas tous, non, je ne veux pas dire tous, mais on est beaucoup à vouloir se rapprocher de la nature parce qu'on reprend conscience qu'on ait une continuité des éléments. On n'est pas séparés. On se sent des fois en tant qu'être humain comme des êtres séparés. Il y a nous, et puis il y a le reste autour, et on utilise les ressources pour venir à nos besoins. Mais si on change un peu la dynamique et retrouver qu'il y a les ressources, il y a nous, et en fait c'est un cycle. C'est je me nourris, je redonne, et en fait on ne travaille plus dans la séparation, mais on travaille dans l'union. Et l'union, il se trouve par la conscience. Qu'est-ce qui t'inspire et t'émerveille le plus dans la nature ? Les étoiles. À chaque fois, d'ailleurs, ça fait rire Marcel, mon partenaire. À chaque fois qu'on revient ici, on n'a pas beaucoup de lumière artificielle. Donc, dès qu'on est dehors sur le terrain le soir, on voit très bien les étoiles s'il n'y a pas de nuages. Et à chaque fois, j'ai toujours la même phrase. Je regarde en haut, je dis Marcel, regarde les étoiles, elles sont trop belles. Et il me dit, mais ça fait 4 ans que à chaque fois qu'il fait beau, tu me dis la même chose et t'es émerveillée comme si c'était la première fois que tu les voyais. Et du coup, je me rends compte à chaque fois que les étoiles, elles m'émerveillent toujours. En fait, je pense que ça donne beaucoup d'espace et d'espoir et ça montre encore une fois que le monde, il est vaste et il y a beaucoup à explorer. Et comme on se met tous naturellement beaucoup de barrières, de j'ai peur de ça, on se cantonne à des choses, à des gens même des fois, de regarder en haut, de regarder les étoiles, ça redonne une bouffée d'air frais en fait. Et d'ailleurs, la pleine lune, ça doit être incroyable. Ouais, c'est beau. Et quel est ton rapport à la zone de confort ? Je l'explore beaucoup en yoga, la zone de confort. Au début, comme beaucoup, on fait tout pour être dans le confort tout le temps. Quand on est chez soi, il fait froid, de suite on prend un plaid et on le met sur soi. Donc il y a longtemps, j'étais dans cette dynamique-là de pas souvent me mettre dans l'inconfort. Alors je l'avais vécu un petit peu au niveau sportif, parce qu'il y a plein de fois dans les compétitions où rien qu'au niveau respiratoire, au niveau musculaire, on est dans les zones un petit peu d'inconfort. Et plus je l'explore en yoga à travers le postural, mais surtout à travers la méditation, parce que la méditation, c'est pas toujours confortable. Il y a plein de pensées, c'est être présent à ce qui se passe dans la tête, qui est pas toujours très lumineux, très joyeux. Plus en fait, pour moi, c'est un enseignant, l'inconfort. Et puis dans le projet, il y a eu des moments inconfortables. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on a envie de baisser les bras et en fait c'est un peu comme les saisons, c'est l'hiver, ça descend, ça se recroqueville, il n'y a plus rien, il n'y a plus de feuilles et puis tout d'un coup ça renaît, parce que ça renaît à chaque fois en fait. Et je trouve que c'est un bon enseignant parce que ça nous oblige à aller puiser des ressources à l'intérieur dont on n'était pas conscient. Et je le fais, par exemple, je parlais du bain norvégien, donc c'est un bain chaud, on a à côté un bain froid aussi. Et j'aime beaucoup faire ça au niveau physique, aller dans deux extrêmes pour, tu puises l'inconfort, pour aller dans le bain froid. Je le fais, j'ai fait l'expérience d'aller dans des huttes de sudation aussi, où on est pendant 2 heures dans un espace à 45 degrés, où on est dans un espace très très inconfortable, mais il y a des choses qui émergent et en fait c'est à chaque fois pour moi une redécouverte de la force qu'on a tous à l'intérieur. Donc j'ai un rapport aujourd'hui qui est très positif avec l'inconfort et qui me plaît et que je continue à explorer.
Est-ce qu'il y a un rêve que tu as abandonné et pourquoi ? Il y a une chose, c'était cette volonté d'être journaliste. Et en fait, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai transformé. Ça ne s'est pas passé. Et en fait, je ne me suis pas cantonnée à une chose. Et j'ai commencé déjà à développer cette idée qu'on est tous à un vaste potentiel créatif et qu'on peut aller dans toutes les sphères, en fait. Il y en a qui vont plus vibrer avec nous-mêmes que d'autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du yoga et qui sont profs de yoga. Il y a des gens qui font de la pâtisserie et il y en a d'autres qui sont docteurs, parce qu'on a tous une vibration qui est différente. Et pour moi, ce qu'on appelle un dharma en yoga, donc c'est pas que pour nous le dharma, c'est aussi la façon dont l'univers fonctionne et régit. Mais on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Mais il n'y a pas forcément une seule chose, ou en tout cas une seule façon de le manifester. Donc ce rêve, il s'est transformé et je l'ai manifesté autrement. Et comme je disais, je suis certaine que si on n'avait pas eu ce lieu, ce serait un autre lieu. Et puis si ce n'était pas un lieu, j'aurais manifesté ce que j'avais à donner d'une autre façon. Je ne peux pas savoir comment, parce que j'y suis pas dans cet espace. Mais non, il n'y a pas de rêve que j'ai abandonné. Et le moulin végétal, dans 10 ans, ça donne quoi ? Ça donne encore plus de plantes, encore plus de fleurs. Ça donne cette vieille grange enfin finie, rénovée, qui accueille du monde pour qu'on puisse venir se ressourcer sur plusieurs jours. C'est un lieu qui devient de plus en plus ressource et de plus en plus à l'image de ce qu'on a envie de créer. Donc c'est la même chose, ça sera la même dynamique, mais avec plus de plantes. Et pour terminer notre conversation, la question signature du podcast, qu'est-ce qui te fait te sentir libre ? Ce qui me fait me sentir libre, c'est d'avoir choisi la vie que je veux avoir. C'est de le savoir tous les matins quand je me réveille, tous les soirs quand je m'endors, que quand je vais me réveiller et ce que je vais faire, je l'ai choisi. Il n'y a rien qui m'a été imposé. Même les tâches plus ingrates d'un métier, pour moi par exemple, c'est faire mes factures, faire ma com, c'est pas forcément ma tasse de thé et j'y passe du temps, mais j'ai choisi parce que ça m'emmène aussi à pouvoir enseigner, à pouvoir montrer ce lieu. Donc je me sens libre au quotidien parce que j'ai choisi tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Et que du coup je suis l'actrice de ma vie et je le ressens vraiment. Je la subis pas, ma vie, c'est moi qui la crée. Merci beaucoup Lucile pour cet échange hyper inspirant. Et où est-ce que tu veux rediriger les personnes qui ont envie de te suivre ? Alors je suis assez active, même si c'est pas ma tasse de thé, sur Instagram. C'est Lulu Océan Yoga, Lulu avec le tiret du bas, le tiret du 8 Océan Yoga. Sur Facebook ou sur mon site qui est aussi Lulu Océan Yoga. Et on a une page Le Moulin Végétal où je suis un peu moins active dessus, mais ça va venir, je vais mettre plus de choses. Voilà, c'est les deux espaces où on peut me trouver. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.